Pourtant, les nazis étaient bien trop médiocres pour, mis à part le crime, inventer quoi que ce soit, y compris dans le domaine des grandes performances et du sport. Avant même l'arrivée des nazis au pouvoir, la République de Weimar avait déjà compris l'intérêt des grandes prouesses physiques, sportives et mécaniques pour aider au redressement de l'Allemagne. Tout ce que firent les dirigeants du Troisième Reich, c'est orchestrer et pousser jusqu'à l'extrême la surenchère des exploits sur terre ou dans les airs. Mais ce faisant, ils menèrent tout leur modèle à la catastrophe. L'impressionnant boxeur Max Schmeling, solide comme un roc, travailleur infatigable et champion du monde en puissance. L'archange Bernd Rosemeyer, courageux et téméraire, capable de maîtriser les bolides les plus fous de l'époque. L'intrépide aviateur Ernst Udet, inventeur génial, auteur d'innombrables prouesses aéronautiques. Le gigantesque Hindenburg, gonflé d'hydrogène et d'orgueil, détenteur de 1000 records de vitesse et de distance. Les alpinistes les plus aguerris et les mieux équipés partis en Himalaya à l'assaut des plus hauts sommets du globe. Sans oublier ses compétiteurs olympiques tels Lutz Long, le jeune élégant sauteur en longueur condamné à être perpétuellement à la hauteur. Et jusqu'à l'aguichante Leni Riefenstahl, chantre zélée et déterminée de la geste sportive. Tous ces ambassadeurs d'Hitler devaient être d'infaillibles héros. Ils n'étaient en fait que les symptômes d'une faillite annoncée. Au sortir du conflit de 14-18, l'Allemagne battue traverse une crise historique. Ruinée par la guerre et les sanctions économiques imposées par le traité de Versailles, la République de Weimar connaît une hyperinflation et un taux de chômage sans précédent. De nombreux secteurs de l'industrie susceptibles d'aider à remilitariser le pays ont été interdits. Seul le domaine de l'automobile, moins concerné, a été préservé. Dans les années 20, Fritz von Opel, petit-fils du fondateur de la première marque automobile du pays, illustre déjà l'ouverture de l'Allemagne vers la modernité. Ses connaissances en pyrotechnie l'incitent à mettre au point un engin parfaitement aérodynamique, propulsé tel une fusée, doté de stabilisateurs en forme d'ailes d'avion. Expérience plutôt fumeuse pour Fritz la Roquette, mais qui illustre bien l'irrépressible volonté de performance des industriels allemands. Repartir d'une page blanche, c'est l'idée d'un certain Ernst Udet, as de la Grande Guerre avec ses 62 victoires aériennes homologuées. Le funeste traité de Versailles interdit à l'Allemagne de développer ses appareils militaires et ses avions de chasse. Reste pour Udet à rêver d'avions nouveaux, plus légers et performants, fussent-ils en papier, en espérant les voir bientôt investir les aérodromes laissés en jachère. En 1927, Udet se rend au sommet du Zugspitze, point culminant de l'Allemagne.
Il a choisi, douce folie, de dégringoler les 3000 mètres qui le séparent de la vallée aux commandes d'un planeur, aussi vulnérable qu'un oiseau tombé du nid. Avant de s'élancer dans le vide, juste pour la beauté du geste et pour montrer aussi que l'Allemagne désormais reprend de la hauteur. D'autres espaces évocateurs s'imposent, telle la mythique pyramide du Cervin, dont la terrible face nord n'a jamais été conquise. En août 1931, les frères Tony et Franz Schmidt l'attaquent, avec leur vieille bande moltière et leurs piolets disproportionnés. Mais ils sont aussi équipés de crampons en acier inédits, dernière trouvaille des alpinistes allemands. S'élever encore, pour vaincre le monstre sur des pentes qui mènent à la gloire, mais aussi à la rédemption, surtout quand elles s'inscrivent dans un décor cher à l'éternel romantisme allemand. Quand les caméras documentaires peinent à capter les visages, les films de fiction prennent le relais. Ceux d'Arnold Fanck, spécialiste des films de montagne. Son égérie, une jeune actrice de 25 ans, Leni Riefenstahl, qui ne manque pas de cran, guettée par la caméra amoureuse de son mentor. Le cinéaste a de quoi être séduit par cette actrice intrépide, prête à prendre tous les risques. Dans chacun de ses films, le maître mêle romanesque et réalité des actions. Il entend bien être suivi par tous ses acteurs. Leni Riefenstahl, la première. Il en est un autre que rien n'effraie. Ernst Udet, qui dans presque chaque film de Fanck sauve la belle héroïne. Comme Riefenstahl, il accède au statut de vedette et entame avec elle une liaison formant un couple, si ce n'est assorti, du moins épris d'aventure. Avec sa barbiche au menton, Hugo Echner rêve aussi de progrès et de performance. D'autant que ses zeppelins, majestueux et pacifiques, respectent les contraintes du traité de Versailles. Avec le L-127, baptisé en 1928, l'Allemagne bombe déjà le torse, même si au sol, les Assirik-Krupp tournent encore au ralenti. « 236 mètres de longueur et 130 km/h en vitesse de pointe. Jamais on n'avait vu pareil colosse dans les airs. » 3 mois plus tard, Hugo Echner aux aguets, le mastodonte parti à la conquête de l'Amérique survole les Açores. Bientôt une tempête menace. Mais malgré les orages et un ciel d'encre, le voyage tourne à la sinécure. Au terme du trajet, le L-127 se révèle 5 fois plus rapide que les navires les plus efficaces du moment. Mais ce que veut le peuple de Weimar, c'est aussi un champion en chair et en os, un athlète, un vrai. En 1930, le boxeur allemand Max Schmeling débarque à son tour aux USA, à la conquête du titre de champion du monde des poids lourds. Avec lui,
son petit manager juif, Joey Jacobs, qui le suit depuis ses débuts. Hello everybody. Yeah, that was a good trip. Little bit storm, but now we're back. And the States. Glad to be here again, Max. All right, Paul. I'm very glad to be in the States again. That's Nick, you see. He's a Nixie? 5 months old dachshund, you see. Yeah. A little dagger, a German dagger. Lady or Like him? It's a lady. Le sympathique Allemand doit affronter, titre en jeu, le champion du monde Jack Sharkey, Américain d'origine lituanienne qui aime s'entraîner au rythme du folklore de son pays d'adoption. L'Allemagne compte aussi sur ce messager pour se rapprocher de la Grande Amérique, même si Schmeling, qui se la joue perso, s'intéresse avant tout au titre de champion du monde. Le jour du match à New York, devant 80 000 spectateurs, l'Allemand peine à s'approcher de Sharkey qui le tient à distance de son gauche. Et quand il y parvient, c'est pour se faire immédiatement contrer. Au 4e round, l'Américain contre à nouveau l'Allemand. Mais cette fois avec un coup sous la ceinture, interdit par le règlement. Un Schmeling dans les vapes, un arbitre dépassé et le public qui gronde. Contre toute attente, l'Allemand, victime d'un coup défendu, est déclaré vainqueur. Qu'importe une victoire bancale, pourvu qu'on ait l'ivresse du titre, dans ce Berlin de Weimar qui aime s'encanailler pour oublier les temps difficiles. Au nouveau champion du monde de mener le bal, dans une bluette où toute l'Allemagne, à l'instar de sa promise, fait les yeux doux à cet Apollon, décidément bien taillé. Tout le monde ne peut pas être aussi bien sculpté, mais chacun doit faire des efforts pour remettre en ordre de marche une nation marquée par la défaite. En la matière, l'Allemagne dispose de bonnes et vieilles recettes. Ces fameux Turnverein, festivals de gymnastique ouverts à tous, des plus hésitants jusqu'aux spécialistes des barres parallèles ou du cheval d'arçon, deux inventions germaniques. L'idée est de réapprendre l'ordre, la discipline, l'obéissance et de redonner du souffle à une population humiliée. Même les filles battent le rappel dans des barboteuses qui paraissent bien innocentes. Tant d'efforts n'empêchent pas le pays de s'enfoncer plus encore dans la dépression, avec le surgissement de la grande crise économique de 29 qui jette maintenant dans la rue près de 4 millions de chômeurs. Grèves et mouvements sociaux s'enchaînent. Ils sont l'oxygène d'un certain Adolf Hitler. Fort de ses sections d'assaut et d'une opinion publique en quête d'autorité, Hitler convoite de plus en plus le pouvoir. Devant les difficultés traversées par le pays, ces élégants messieurs du Comité olympique international, son président belge, le comte de Baillet-Latour en tête, sont les premiers à vouloir aider l'Allemagne à sortir de son marasme. En 1931, ils octroient à la République de Weimar les futurs Jeux olympiques d'hiver et d'été de 1936. Le maréchal Hindenburg, vieille gloire de l'Allemagne et président de la République, s'en félicite.
saluant une bannière olympique qui marquera de son aura le retour de l'Allemagne dans le concert des nations démocratiques. Mais c'est l'autre qui va recueillir l'héritage. Adolf Hitler, qui a compris la nécessité d'arriver au pouvoir par la voie légale. En janvier 1933, c'est chose faite. L'ex-agitateur a gagné les élections et devient le nouveau chancelier de l'Allemagne. Il lui faut d'abord former son nouveau gouvernement en composant avec les classes dirigeantes et les industriels qui l'ont amené au pouvoir. Le sport est alors à mille lieues des préoccupations du nouveau chancelier, décidément bien emprunté. Ce supporter du bel Arien ne sait ni nager, ni conduire, à peine monte-t-il à cheval. Son seul record, le nombre de pilules qu'il ingurgite chaque jour. Quant au maréchal Göring, c'est plutôt la tonne qu'il pèse. Pourtant, quoi de mieux que le sport pour muscler ces nouveaux conquérants sur lesquels il compte pour changer la face de l'Allemagne et du monde et les mettre en conformité avec cet univers dont il rêve. C'est Joseph Goebbels, son ministre de l'Éducation et de la Propagande, qui saisit le premier l'importance du sport. 1,65 m et un pied beau ne l'empêchent pas de comprendre comment le sport peut aider à façonner la jeunesse et comment ses champions serviront sa propagande. Pour cela, Goebbels a d'abord besoin d'un subalterne dévoué. Hans von Tschammer und Osten n'est pas du genre crack non plus. Bras droit raide et handicapé, souvent caché. Mais il porte beau et vénère la discipline. En juillet 1933, Goebbels lui confère le titre de Reichssportführer. À lui la charge de radicaliser et d'épurer les clubs. En 2 ans, toutes les associations sportives issues de partis politiques ou d'obédience confessionnelle sont proscrites, au profit de seuls clubs opérant sous l'égide de la Croix gammée. Tous les juifs sont exclus des lieux de sport, où seuls peuvent s'ébrouer désormais de jeunes Ariens de race pure, et s'ils sont blonds, mieux encore. C'est au berceau qu'il faut donner le goût de la compétition aux Allemands, dans les camps de jeunesse hitlérienne où l'on marche déjà à la baguette. Le sport allemand n'a qu'un but, a dit Goebbels. Tremper le caractère. Arien ou bon arien, tel est le slogan. Et si l'on joue et se défie, derrière les joyeuses empoignades, toujours les mêmes messages. L'idée de combat menée par de chères petites têtes blondes au sourire déjà terrifiant. Avant que l'exercice ne tourne à la course de gladiateurs, pour se terminer dans une eau purificatrice. Jeunes Ariens peut-être, mais déjà enchaînés. Les champions reconnus ne sont pas encore pleinement concernés. Le boxeur Max Schmeling et sa promise, la star de cinéma Annie Ondra, font preuve de plus d'indépendance, surtout le jour de leur mariage. En effet, pas très national-socialiste, ce chapeau-claque, les origines slaves de la promise et cet office religieux, ma foi, très chrétien. Mais il faut donner des gages. Alors va pour ces chérubins d'honneur, plus conformes à l'Allemagne du moment.
Un autre encore fait preuve d'indépendance. L'as Ernst Udet, accueilli avec éclat aux USA. Même si on espère qu'il servira la cause allemande dans ce pays que les nazis ménagent. Major Udet, on behalf of the National Air Race Committee, I want to welcome you. You thrilled all of us 2 years ago when you flew at the National Air Races in Cleveland. That's why we brought you to the National Air Races this year, July 1st to 4th. Thank you, fellow. Udet n'a pas encore clairement choisi sa voie. Il est d'abord là pour promouvoir son art de la voltige et son Flamingo, petit appareil de son invention doté d'un moteur de 100 chevaux, limite autorisé par le traité de Versailles. En juillet 1933, le public de Los Angeles en a pour son argent, avec ses loopings où l'on croit chaque fois qu'il va se cracher au sol. Avant que se trompe la mort ne ratisse la pelouse. Le public de Chicago a aussi droit à l'une de ses figures préférées. Flotter dans les airs jusqu'à caresser le sol de son aile et accrocher le mouchoir supposé abandonné par une de ses admiratrices. Prolonger le spectacle est tentant, surtout quand il coupe son moteur et tournoie comme une feuille morte avant de redresser son appareil in extremis. Même Hollywood propose de lui ouvrir les portes de ses studios. Mais c'est en Allemagne que cet éternel charmeur préférera continuer à rebooster l'enthousiasme de ses spectateurs. Déjà sous la République de Weimar, les aviatrices incarnaient l'émancipation de la femme. Elly Beinhorn s'était alors imposée comme une pionnière de l'aviation allemande, après plusieurs grands raids transafricains qui en ont fait la femme la plus célèbre du pays. Le régime exploite sitôt son image, qu'il envoie équipée d'une caméra en Namibie, colonie enlevée à l'Allemagne après 14-18, mais encore habitée par de nombreux colons allemands. Diese Aufnahmen werden Ihnen zum Bewusstsein bringen, dass deutscher Geist dort unten in Afrika weiterlebt. Aber jetzt kommen wir zu der Jugend. Und da werden Sie sehen, dass gerade die Jugend aber 100%ig in unserem neuen Geist in Deutschland drinnen ist und mitgegangen ist. Comme quoi, pour les nazis, rien ne saurait être laissé au hasard, y compris une fête du solstice d'été célébrée à 100 000 lieues de Berlin. Wir versprechen Treue zum Deutschtum in Südwest. Wir versprechen Gehorsam gegen alle Führer und Vorgesetzten. Wir versprechen Pflichterfüllung und Pünktlichkeit im Dienst. Hitler se doit d'être partout, sur les lèvres et dans les têtes, en Afrique comme sur les sommets les plus élevés des Alpes. Mais ce que voudrait surtout von Tschammer, le Reichssportführer, c'est voir une croix gammée trôner sur l'Himalaya, le toit du monde. Der Kampf den Himalaya ist die Krönung der alpinen Idee. Die deutsche Himalaya-Expedition 1934 zum Nanga Parbat ist eine Herzenssache des deutschen Volkes geworden. So kommen im Kampf die Hochgipfel die vornehmsten Mannestugenden zum Einsatz. Einordnung in den militärischen Geist der Gemeinschaftsleistung, Kameradschaft, Kampfesmut und lose Hingabe an das Ziel. En 1934, aucun des plus hauts sommets de l'Himalaya n'a encore été vaincu.
L'Everest, le plus élevé, étant situé sur un territoire contrôlé par les Anglais, les Allemands choisissent le Nanga Parbat, sans négliger pour autant la collaboration de 2 officiers britanniques plus expérimentés. Dès le mois de mars, les envoyés du Reich sont à pied d'œuvre sous le commandement de Willy Merkel, un alpiniste aux ordres. Depuis toujours, les nazis situent aux confins de l'Himalaya le berceau de la race aryenne et de l'excellence perdue. Leurs caméras sont toujours plus intéressées par l'anthropométrie des visages que par de jolis souvenirs. Au total, plus de 600 porteurs sont recrutés, mal équipés et sans crampons. La pourtant si efficace invention allemande. Des carences qui n'empêchent pas de soigner les plans. Le mot d'ordre ne change pas. Faire beau pour mieux faire oublier les difficultés. Dès le camp de base, l'un des plus brillants alpinistes de l'équipe, Alfred Drexel, meurt d'une embolie pulmonaire. Croix de bois à défaut d'une croix de fer, pour accompagner en terre un homme qui a bien mérité de la patrie. Ce jour-là, le défi reste entier, malgré les avalanches qui sans cesse dévalent les pentes du Nanga Parbat, roi des montagnes. Mais Merkel, penché sur ses cartes, veut encore y croire. Le 5 juillet, la colonne de tête se lance à l'assaut du sommet que Merkel estime à portée. La marche est ralentie par le manque d'oxygène et l'épaisse couche neigeuse. Bientôt, la cordée se hisse à 7895 mètres, à 230 mètres du but seulement. Quand une gigantesque avalanche règle définitivement son sort aux assaillants. D'autres encore périront dans la descente. Quatre alpinistes allemands, dont Merkel, et 10 porteurs sont tués. Un échec cuisant pour une symbolique victoire, le Nanga Parbat, désormais appelé partout dans le Reich, la montagne allemande. Ce mois de juillet 1934, dans un tout autre camp de base, en Allemagne même, d'autres conquérants s'activent. Comme ici en Saxe, où, sous son chapeau mou, un certain Ferdinand Porsche, toujours à la pointe, développe de nouveaux prototypes. Chez Auto Union, la marque aux 4 anneaux, née d'une pluie de subventions, Ferdinand Porsche a mis au point de nouveaux bolides à traction arrière. Ce 15 juillet, ces engins se présentent en force dans l'arène du Nürburgring, dit le Ring, circuit réputé le plus sélectif et dangereux du monde. Dès le départ, le duel entre Mercedes et Auto Union tient toutes ses promesses, reléguant derrière la concurrence étrangère. Bientôt, le crack Caracciola et sa Mercedes sont en tête, talonnés par les Auto Union. Mais au 14e tour, sa Mercedes lâche. Dès lors, c'est course gagnée pour les Auto Union, nouvelle coqueluche du Reich. Leur leader, Hans Stuck, coupe la ligne d'arrivée en vainqueur, avant de remercier comme il se doit, qui de droit. Na also, was lange währt, wird endlich gut. Einen deutschen Sieg auf deutschem Fahrzeug mit deutschem Fahrer ringen konnten. Das Werk und die Unterstützung unseres Führers, das ich hiermit bedanke. Heil unserem Führer! Heil!
Un compliment qui va droit au cœur de l'intéressé. Hitler ne manque jamais d'inaugurer le salon automobile de Berlin, histoire de mieux enfoncer le clou. Unsere Bahn- und Motorräder sind nicht nur die schnellsten, sondern wir können mit Stolz sagen, auch mit die besten der Welt. Der deutsche Arbeiter wird gerade in seinem Qualitätswert von keinem anderen Arbeiter übertroffen. Comme elles sont belles, ces voitures du Führer, qui font de vous les premiers, et donc des êtres supérieurs. Au stand Mercedes, marque à laquelle il est fidèle depuis le début de sa carrière, il est en pamoison. Certes, Auto Union, c'est du sérieux. Mais rien ne saurait valoir, pour le maréchal Göring aussi, une belle voiture à l'étoile, surtout lorsqu'elle décoiffe et permet de promouvoir l'ambitieux programme autoroutier du Reich, gage de sa modernité. Comme ici, où Göring, associant labeur et plaisir, inaugure entre deux parties de chasse le tronçon d'autoroute qui mène de Berlin à Stettin. Hitler et les siens ont compris les premiers l'intérêt d'être cernés par des caméras qui vous associent directement au succès de vos réalisations. Mais une autre va faire mieux encore. Leni Riefenstahl, l'ancienne actrice alpiniste devenue réalisatrice. En 1934, choisie par Hitler pour réaliser le film sur le congrès de Nuremberg, elle pousse plus loin la leçon. Là où le Führer était entouré de caméras toujours tenues à distance, elle obtient de placer ses appareils dans la voiture même d'Hitler. Effet de proximité saisissant, où les gens qui maintenant l'applaudissent au bord de la route pourront demain voyager à ses côtés dans les salles obscures. Son film, Le Triomphe de la volonté, en totale osmose avec l'esthétique nazie dont elle partage pleinement les goûts, sera un énorme succès. Sans doute ne sait-elle même pas que là où les hommes sont remarquablement tirés au cordeau, seuls quelques tout-puissants émergent parmi la masse des robots. À cette admiratrice zélée, Hitler va commander le film de sa prochaine grande messe, mondiale celle-là, les Jeux Olympiques prévus en Allemagne 2 ans plus tard. Près de Berlin, où l'architecte Werner Marsch a sélectionné un site de 15 000 m², les travaux redoublent. Des lumières de cathédrale illuminent déjà la nef principale du gymnase couvert. Pour son stadium, Hitler impose le calcaire de Franconi, considéré comme la pierre originelle du Reich. De même pour les 36 piliers qui ceinturent l'édifice. Tandis que l'amphithéâtre Eckhart, du nom d'un antisémite notoire, copie celui de Delphes, considéré par les Grecs comme le centre du monde. Autant de travaux surveillés par le Führer depuis son nid d'aigle. Ce jour-là, il a convoqué Arno Breker, son sculpteur favori. À voir la pose de ces deux chantres de l'arianisme triomphant et à regarder de plus près Madame Breker, on se dit qu'il y a comme un hiatus avec la réalité. Pas le genre de détail à arrêter cet admirateur de Mayol et de Cocteau qui depuis des mois lève son armée de héros apolliniens destinés à encadrer le jour venu le stade de Berlin. Les lutteurs et coursiers de Joseph Thorac, l'autre sculpteur officiel du Reich, sont encore plus monumentaux.
Son atelier de Munich est tout juste assez spacieux pour contenir ces folies de plâtre qui en imposent autant qu'elles sonnent creux. Comment, pour de simples athlètes de chair et de sang, être dignes de ces géants, sauf à lever les bras au ciel? Deutschland hat zwei große Aufgaben zu erfüllen. 1936 aufzutreten als gütiger Gastgeber für alle Nationen, die zu den Olympischen Spielen kommen, und ebenso als Teilnehmer. Sie sehen also, dass sportlich, technisch, organisatorisch vor uns eine herrliche, große nationale Aufgabe ersteht. Le budget des Jeux est passé de 1,5 million à 28 millions de Reichsmarks. Rien n'est trop beau, surtout pour cette aréna de 120 000 spectateurs, creuset d'un nouvel idéal. Rien d'impossible non plus pour les aciéries Krupp, mouler par exemple une cloche olympique de plus de 10 tonnes, coulée en acier plutôt qu'en fonte. Tandis que sonne maintenant l'ouverture des Jeux d'hiver sous l'égide d'un aigle dont les serres étreignent déjà les anneaux olympiques. C'est parti. Place aux Jeux de février 36 à Garmisch-Partenkirchen, la célèbre station des Alpes bavaroises où l'Allemagne entend déjà faire une démonstration lumineuse. Même la neige s'y met, qui absente jusque-là, abonde le jour même de l'arrivée d'Hitler. Décidément, cet homme est doté de tous les pouvoirs. Début de la cérémonie et premières ambiguïtés déjà avec les Français. Si le bras tendu du Führer est sans équivoque, celui des tricolores est plus ambivalent, qui épouse un geste olympique, le fameux salut de Joinville, quasi équivalent. De même pour les Britanniques. Il est pourtant possible d'éviter l'amalgame, comme les Américains, droit dans leurs bottes et droit dans les yeux seulement. De quoi faire la gueule. Heureusement, il y a aussi les Norvégiens, de vrais Ariens ceux-là, avec la reine du patinage, Sonja Henie, star mondiale que même les nazis reconnaissent. Pour ces 4e Jeux d'hiver, 775 athlètes se sont donné rendez-vous. 2 fois plus qu'aux États-Unis 4 années auparavant. Déjà un gage de reconnaissance pour Hitler. Die 4. Olympischen Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen für eröffnet. Face à ce peuple allemand exalté, le comité olympique est quelque peu débordé, acceptant de promouvoir une nouvelle épreuve pour le moins inconvenante, où les Allemands espèrent briller, la patrouille militaire. Le jour dit, les Finlandais s'élancent les premiers, suivis des Italiens de Mussolini et des Allemands du Führer. L'épreuve, ancêtre du biathlon moderne, doit recréer une mission de guerre en no man's land. Soit 25 km à parcourir par 4 militaires, lestés de mousquetons et de sacs à dos de 10 kilos. Au premier temps de passage, les Italiens bien alignés sont en tête. Bientôt dépassés par les Finlandais qui leur prennent 30 secondes. Tandis que les Allemands désunis sont déjà à la ramasse. Les Finnois se présentent en tête à l'épreuve du tir, où les Italiens n'arrivent pas à marquer tous les points nécessaires pour combler leur retard. Mais dans les derniers kilomètres, les Transalpins se déchaînent et arrivent premiers.
De quoi réjouir Mussolini et les siens. Derrière eux, les Finlandais arrivent seconds, tandis que les Allemands ne sont que 5e. Pas évident en matière de sport de programmer une victoire à l'avance. Nouvelle déception sur l'anneau de vitesse où les Allemands patinent dans le vide. Quand le missile norvégien Ivar Ballengrud démarre, personne ne peut rien contre ce colosse d'un petit pays de moins de 2 millions d'habitants qui dame le pion à la Grande Allemagne. À l'arrivée, 3 médailles d'or et 1 d'argent pour Ballengrud, héros de ces Jeux. Même scénario en patinage artistique individuel, où le public n'a Dieu que pour l'autre star norvégienne, la formidable Sonja Henie. Elle aussi donne le tournis à l'Allemagne. Et une 6e médaille d'or pour la Norvège. Avec la fin des Jeux qui approche, reste pour l'Allemagne l'espoir de voir ses athlètes remporter quelques médailles dans la prestigieuse épreuve du saut à ski sur grand tremplin. Le jour du concours, 100 000 spectateurs pleins d'espoir sont au rendez-vous. Mais ce sont encore les Norvégiens, le champion Birger Ruud en tête, qui survolent l'épreuve et couronnent une nouvelle fois leur pays. Devant un Führer dépité. C'en est trop pour les caméramens officiels qui délaissent vite Birger Ruud le vainqueur. Plutôt s'intéresser au spectacle d'hommes-oiseaux planant au firmament d'un Reich qui chérit plus que tout les surhommes. Sûr, d'ici les Jeux d'été dans 5 mois, il va falloir faire des efforts, marcher d'un seul pas, être solidaire, s'entraîner plus encore. D'abord dans le domaine le plus noble, l'athlétisme, où les disciplines résonnent avec l'antiquité helléniste, dont le Reich d'Hitler se voudrait le continuateur. De l'athlète apollinien au guerrier arien, il n'y a jamais loin. Déjà, l'Olympiazug, le train de la propagande, fonce sur plus de 10 000 km et jusqu'aux confins du territoire allemand pour apporter partout la bonne parole olympique. Vu du ciel, il en impose. Raison de plus pour solliciter un nouveau mastodonte. Sous l'impulsion du régime, un nouveau zeppelin est né qui bat aussi tous les records. 250 mètres de longueur pour 44 mètres de hauteur. 248 tonnes propulsées par 1300 chevaux. Avec ses anneaux olympiques et ses svastikas, le L-129 Hindenburg remplit bien sa fonction d'affichage. Début mars, ce titan est à l'essai au-dessus du lac de Constance. Bientôt, accompagné de son petit frère le L-127, il entreprend son vol inaugural, survolant 4 jours durant les lieux les plus prestigieux du Reich. Le site de Tannenberg, symbole de la victoire de la Prusse sur la Russie. Les villes de l'Allemagne éternelle, Nuremberg et Cologne, la moyenâgeuse.
À son bord, 80 journalistes choyés dorlotés, censés en rajouter dans la dithyrambe. Au printemps, il enchaîne les records de traversée de l'Atlantique Sud et de l'Atlantique Nord par la voie des airs. Autant de prouesses dignes des Jeux Olympiques d'été qui approchent, où l'on toise du haut de sa majesté les gratte-ciel new-yorkais qui font la réputation de vos futurs adversaires. Ce mois de juin 1936, un autre conquérant d'Hitler est déjà sur place. Qui plus est au Juif Country Club de Catskills, où le boxeur Max Schmeling prépare son match contre le noir américain Joe Louis. Sans être inféodé au régime nazi, le poids lourd allemand est néanmoins en mission contre Joe Louis. Facile à comprendre à voir les actualités du Reich. Plus qu'une présentation, des préliminaires façon allemande. Tausende von Zuschauern fanden sich jeden Tag ein, meist waren es Rassegenossen des berühmten Negerboxers, ihn trainieren zu sehen. Ein Blick noch auf seine ausgeprägte Rückenmuskulatur, die den Schlüssel zu seiner ungewöhnlichsten Schlagkraft bildet. Und ruhig, phlegmatisch, als ginge ihn das alles nichts an, geht er zur Arbeit in den Ring. Et pourquoi pas feignasse tant qu'on y est? Il est vrai que le bombardier noir, sûr de lui, n'a guère préparé ce match. Depuis des mois, ce vieux briscard de Schmeling a étudié les films des matchs de son jeune adversaire. J'avais noté, dira-t-il, qu'il était vulnérable au direct du droit vers le haut de la tête. Visiblement, ce jour-là, il sait quoi faire. Au 4e round, pour la première fois de sa carrière, le bombardier noir s'est craché à terre. Au 12e round, désintégré, le jeune Américain n'est plus qu'un zombie que l'Allemand atomise. En Allemagne, 20 millions d'auditeurs ont suivi en direct la défaite du nègre. À l'arrivée, Annie, la jolie épouse de Max, attend faussement solitaire, histoire de mieux émouvoir. Alors qu'ils sont des milliers, non loin d'elle, venus acclamer le nouvel héros du pays. Un grand boxeur de retour dans un grand dirigeable. Difficile de mieux faire. Si Schmeling veut toujours croire en son indépendance, comment ne pas être happé par le mouvement général de l'Allemagne? Des remerciements qui sonnent plutôt comme un laissez-passer pour une voie royale. Ce printemps 36, où tout semble sourire aux conquérants du Führer. Le 14 juin, sur le circuit du Nürburgring, la foule se masse sous l'orage pour suivre le premier Grand Prix de la saison disputé en terre allemande. Dès le début, le maître de la pluie, l'Allemand Caracciola sur Mercedes et l'Italien volant Nuvolari sur Alfa Romeo ont pris la tête. Mais bientôt, Caracciola doit abandonner sur ennui mécanique. Tous les espoirs se portent alors sur un certain Bernd Rosemeyer. Ce type fait merveille, coupant au plus court. Changeant de vitesse au moment opportun, cet incroyable casse-cou a vite fait de rattraper puis de dépasser Nuvolari. Le brouillard qui tombe n'y change rien. Quand les autres baissent leur vitesse de 30 km/h, lui est toujours à fond. À l'arrivée, gage de popularité, un surnom, le maître du brouillard.
De plus, ce type a l'air follement sympathique. Raison de plus pour lui faire rejoindre, comme tous les autres champions automobiles, le corps d'élite des SS, où il est promu premier lieutenant et nouvelle icône du régime. Trois semaines encore et sous le regard des époux Goebbels ravis, ce bel Arien aux yeux bleus emporte à nouveau sur ce même circuit le Grand Prix officiel d'Allemagne. Surprise aussi. Ce jour-là, près de lui, l'aviatrice Ellie Beinhorn qu'il vient d'épouser. Comment imaginer idylle plus glamour? La jolie aviatrice et l'archange du volant. Il ne sera pas dit que le Troisième Reich dédaigne les contes de fées. Pour le voyage de noces en Afrique, les nazis offrent un joli Typhoon Messerschmitt. Bien décidés à profiter pleinement de la vie, les deux tourtereaux ne se rendent même pas compte qu'ils deviennent les poupées du régime. Bernd en profite pour apprendre à piloter sous l'égide de son instructrice aimante, avec laquelle il fait si bon traverser ce magnifique ciel d'Afrique. Le Reichssportführer von Chammer, lui, préfère embarquer pour la Grèce. Là-bas, toujours en quête d'ascendance glorieuse, il ancre plus encore les Jeux dans l'Antiquité et innove sans même prévenir les autorités olympiques. Avec lui, à Olympie, première dans les Jeux modernes, 12 pseudo-vierges en jupette captent le feu divin dans une sorte de barbecue métallique bricolé par la maison Krupp. Avant que ne soit allumée une flamme, destinée à montrer au monde entier que tous les chemins mènent à Berlin. Autre innovation, ces 3341 relayeurs invités à relier Olympie à l'Allemagne, l'Antiquité à la modernité. Bulgarie, Roumanie, Autriche, autant de pays traversés sur lesquels lorgne aussi le Reich et dont les caméras foulent déjà le sol. Dernière étape avant l'Allemagne, la Tchécoslovaquie où l'arrivée de la flamme est soigneusement mise en scène. Tandis qu'à Berlin, tout le monde se prépare. Hitler et Goebbels n'ont pas hésité. Seul Leni Riefenstahl est capable d'élever la mise en scène des Jeux à la hauteur de leur dessein. 45 opérateurs au total lui sont concédés, souvent perchés sur des grues. Cachés dans des fosses pour mieux saisir encore la beauté des mouvements et l'esthétique des corps. Partout des caméras, même sous l'eau si nécessaire. Science, technologie, la modernité est aussi de mise et l'Allemagne devenue un banc d'essai incomparable. Cet été 36, aucun domaine n'est négligé. Pour les festivités préludes à ces Jeux, le champion pilote Ernst Udet est aussi mis à contribution. Ernst Udet startet soeben noch einmal zu einem atemberaubenden Sturzflug, den uns aus wenigstens 4.500 Metern Höhe vorführen wird. Ce n'est peut-être encore qu'un manège, mais déjà entre spectacle et réalité opère la confusion des genres. Jetzt beginnt der Sturzflug.
Certes, le plongeon impressionne. Mais le speaker ne dit pas qu'il sert aussi de banc d'essai à la mise au point du futur chasseur-bombardier Stuka, dont les piquets lâchés de bombes sèmeront la terreur, la guerre advenue. Göring, l'ami et supérieur d'Udet, le sait bien. Tandis que le monde entier ne pense qu'à l'Allemagne des Jeux, les dépenses militaires ont plus que doublé en un an, au mépris des accords de Versailles. À Leni Riefenstahl, encore une fois, de le montrer, si ce n'est à l'étranger, du moins en Allemagne. Décidément, quel beau dérivatif que ces jeux dans lesquels tout le monde a hâte de plonger. La France n'est pas la dernière, quand les actualités pâtées se livrent à un parallèle pour le moins osé. 2 août 1914, mobilisation pour la guerre. 1er août 1936, mobilisation pour le sport et la paix. Et si de jeunes Français partent pour Berlin, ce n'est que pour de loyaux combats sur le seul terrain sportif. Certes, tout le monde n'est pas dupe. Des manifestations ont lieu en Amérique et dans diverses villes d'Europe. Peu de choses pour contrer le grand événement qui se prépare. Jusqu'au bout, les communistes surtout veulent croire à la possibilité d'organiser des contre-jeux à Barcelone. Espoir vite balayé par le déclenchement au même moment de la guerre civile espagnole. Et puis, quoi faire contre la duplicité nazie quand elle s'appuie aussi sur l'aveuglement de responsables étrangers influents? Ce n'est pas M. Avery Brandage, patron de l'athlétisme américain caché derrière une brochure de circonstances, qui le contredira. The Olympic Games belong to the athletes and not to the politicians. Knowing the temper of the true sport leaders, they will never allow our athletes to be made martyrs to a cause not their own, or amateur sport to be sacrificed to a political issue. 49 nations have accepted the invitation to compete, and in doing so, do not endorse the policies of any government. Certes, les 49 délégations ne sont pas toutes accueillies comme celles de la Grande Amérique. Mais vraiment, pourquoi s'en faire? À voir au village olympique l'accueil réservé aux athlètes de couleur par de braves petits Ariens. Fraternité et exotisme vont de pair. Un blanc pour un noir, bien sûr. Tout cela au rythme d'une fanfare qui permet aussi de donner la cadence à une jeunesse disciplinée chargée d'assumer le rôle de guide ou d'ordonnance.